Après la vidéo sur l'univers du Spider-Man d'Insomniac et de savoir quel a été son réel succès, et après la vidéo sur Saw qui revenait sur l'humanité derrière les pièges de Jigsaw, aujourd'hui j'ai voulu me focaliser sur un univers que j'affectionne tout particulièrement, le Monsterverse. Étant donné qu'il y a une série live-action sur le Monsterverse appelée Monarch Legacy of Monsters, que le nouveau film de la société de production Toho va proposer Godzilla Minus One en France d'ici décembre, et que nous aurons droit à un film Godzilla et Kong de New Empire pour le début d'année 2024, il me semblait logique de vous proposer une petite vidéo sur cet univers-là. Alors sans plus attendre, rentrons dans un univers où Godzilla est le roi. Le Monsterverse est un univers étendu avec des personnages tels que Godzilla ou encore Kong, et tout le lore autour de ces monstres. C'est un univers qui a une longévité assez conséquente étant donné que l'année prochaine, avec le film Godzilla et Kong de New Empire, on fêtera les 10 ans du premier film Godzilla de Gareth Edwards, puisque oui, ce film est sorti en 2014. Et par ailleurs, dans le film Godzilla et Kong de New Empire, on devrait découvrir de nouveaux monstres, mais je ne vais pas trop en dire et attendons un vrai premier trailer. Les studios Legendary et Warner Bros ont racheté les droits de Godzilla à Toho, qui est donc une boîte de production japonaise, et ils ont décidé de moderniser un petit peu la licence avec un hommage rendu au film originel, mais tout en avançant avec son temps. Dans cet univers de monstres, on a eu droit à 4 films avec du Godzilla en 2014, Kong Skull Island en 2017, en 2019 nous avons eu droit à Godzilla Roi des monstres, et en 2021 Godzilla contre Kong. Et 2 séries dont une en animation qui est sortie cette année sur Netflix mettant en scène Kong et une équipe qui le suit, et une autre qui sort sur Apple TV+ en novembre 2023 du nom de Monarch Legacy of Monsters. Par ailleurs, dans cette série, on est sur un aspect beaucoup plus humain et on essaye de prendre le temps de bien développer cet univers, puisque je vous rappelle que dans cette série, on aura droit à 10 épisodes d'à peu près 1 heure. Cet univers a su conquérir le cœur de pas mal d'actrices et d'acteurs assez réputés. Nous parlons notamment de Samuel L. Jackson, de Brie Larson, Tom Hiddleston, beaucoup de noms de famille en on, mais également Millie Bobby Brown, Brian Tyree Henry, Aaron Taylor Johnson ou encore Elizabeth Olsen. Sans oublier bien sûr Juliette Binoche, oui, Juliette Binoche a joué dans le Monsterverse puisqu'elle joue tout simplement la mère de Ford, alias Aaron Taylor Johnson. Mais bon, son implication dans le rôle n'a pas été extrêmement importante dans le sens où elle est morte dès le début du premier film. Cependant, faut-il nécessairement avoir un très bon casting pour avoir un très bon film? Évidemment que non. Il faut que les deux aillent ensemble. Un bon casting et un bon scénario qui donneront donc, en espérant, un bon montage et in fine, un bon film. Et c'est ce que j'ai retrouvé notamment dans la plupart des films du Monsterverse, même s'il est vrai que Godzilla contre Kong, je commence un petit peu à le déévaluer. Le Monsterverse est aussi un univers qui mêle les temporalités avec un film Kong se déroulant dans les années 70, Godzilla en 2014, avec bien évidemment des flashbacks avec la Seconde Guerre mondiale. Puisque oui, cette série de films ne cesse de s'acclimater avec l'histoire, une histoire que Toho avait déjà utilisée par le passé. Toho est une maison de production extrêmement puissante au Japon, c'est notamment le studio qui a produit des films comme Your Name. Ainsi, Toho évidemment ne produit pas essentiellement des films de kaiju, qui signifie monstre en japonais. Et il faut savoir que Tanaka Tomoyuki qui travaillait en tant que producteur dans cette société et Ishiro Honda qui est un réalisateur se sont occupés respectivement à la production et à la réalisation du film Godzilla en 1954 qui est la première apparition cinématographique du personnage. Sachez qu'il y a à peu près 40 films autour du personnage de Godzilla, ce qui est évidemment énorme, et l'histoire de base est en lien avec le fait qu'une créature ait été réveillée par des essais nucléaires, et cela fait évidemment référence à Hiroshima et Nagasaki. Au-delà d'un film de monstre, ces films évoquent un message pacifique et la volonté de dénoncer le nucléaire qui pourrait causer la perte de l'espèce humaine. Et nous le voyons bien avec l'époque dans laquelle on vit, que le sujet est malheureusement toujours d'actualité. Et par ailleurs, plus on avance dans les films, plus le message devient écologique. Et c'est notamment le message du Godzilla de Gareth Edwards en 2014, mais on y reviendra. Sachez pour un bref petit historique, en 1954 était donc sorti le premier film Godzilla, où Godzilla donc affrontait les humains. Cependant, 1 an plus tard, donc en 1955, c'est la première fois que Godzilla affronte un autre monstre du nom d'Anguirus dans le film Le Retour de Godzilla. Et 1 an plus tard, en 56, Godzilla Roi des monstres est une sorte d'adaptation américaine du film de 54 d'Ishiro Honda qui revient pour la réalisation de ce film, accompagné d'un point de vue américain, celui de Terry Morse. Et il faut également rappeler que Akihiko Hirata revient pour jouer le docteur Serizawa, lui qui l'avait déjà interprété lors du premier film. Donc c'est bien beau, on parle de Godzilla, mais qu'en est-il de Kong? Il faut savoir qu'en 1962, c'est la première fois au cinéma que
nous avons un affrontement entre Godzilla et Kong dans le film King Kong contre Godzilla. Cependant, le film n'aurait jamais dû voir le jour. En effet, Kong n'a pas été écrit et créé par Toho, mais par Merian C. Cooper, qui n'est autre que le réalisateur du film sur Kong en 1933, donc le personnage de Kong est un personnage plus âgé, ou en tout cas plus ancien que celui de Godzilla. Donc pour un bref historique en lien avec le personnage et les ayants droit, sachez que les droits du film étaient détenus par la RKO, et notamment les droits donc de Kong. Cependant, cette énorme société de production a été dissoute en 1959, et donc c'est à partir de ce moment-là que Toho a racheté les droits de Kong. D'où le fait qu'aujourd'hui nous ayons des films comme Godzilla contre Kong ou encore The New Empire. Et là j'avais envie de parler d'un point de vue un petit peu plus personnel, parce que si le Monsterverse est celui qu'il est actuellement, et si je l'apprécie d'autant plus, c'est par rapport à deux films qui ne sont autres que les films de King Kong de 2005 de Peter Jackson et le film Godzilla de Gareth Edwards en 2014. Le King Kong de 2005 de Peter Jackson a fait rentrer les films de monstres dans une autre catégorie. La volonté de Jackson de vouloir montrer autre chose que la monstruosité, de faire en sorte d'humaniser véritablement Kong, a fonctionné pour le spectateur. La tension est réellement palpable dans le film, on met près d'1 heure à mettre en place l'avènement de Kong, et même quand on le découvre, on ne le voit pas en entier. Il fait nuit, les jeux de lumière sont faits pour que nous pensions à un être monstrueux avec une volonté de mort. En réalité, nous découvrons un gorille géant, très attachant et pas si grand, sachant que la taille dans ce cas précis importe énormément. En effet, le Kong qui affrontait Godzilla dans le Monsterverse fait à peu près une centaine de mètres, là où celui de Jackson fait à peu près 9 à 10 mètres. La montée en puissance de l'attention du spectateur vers une menace grandissante est terminée par un aspect monstrueux et grandiose, mais moins impactant qu'auparavant. L'idée derrière ce film est de dénoncer la société humaine qui prend sans rendre et sans se rendre compte des dégâts qu'elle peut causer. King Kong vivait une vie certes compliquée sur Skull Island, notamment avec toutes les créatures qui pouvaient menacer son intégrité telles que les T-Rex ou encore les vers assez ignobles qui finiront par avaler les humains, mais il arrivait à survivre. L'aspect matériel et vénal de l'homme à fin financière causera évidemment la mort de cette créature, alors que certains moments dans le film sont touchants, notamment avec la scène de la patinoire où il est seul avec l'être qu'il aime. Le sous-texte est que personne n'est dans les rues puisque tout le monde le fuit, étant donné que c'est un gorille géant dans les rues de New York. Cependant, lui n'a jamais demandé à être là. L'aspect touchant dans la survie perpétuelle est plus que présent. Comme dit précédemment, il avait une facilité beaucoup plus grande sur son île. L'homme avec un grand H qui ramène sur ces terres un problème de plus dont on n'avait pas besoin, c'est le propos même du film. Donc bien sûr, les scènes entre Kong et les dinosaures sont géniales, cependant, le message du film réside dans la volonté de dénoncer les faits humains qui dénaturent ce qui ne devrait pas l'être. Tout ça pour que la mort de Kong n'ait même pas une seule incidence de plus dans la tête des personnages. Voilà pourquoi ce film est si particulier dans son fond et dans sa forme. Peter Jackson, à mon sens, a parfaitement su adapter ce monstre de pop culture et d'en faire un outil de dénonciation. Cependant, c'est également la volonté du film d'Edwards en 2014. Le but premier de ce film, et on le ressent, c'est déjà de faire un film ayant un message écologique. Là, on nous présente un Godzilla qui a eu un antécédent nucléaire, mais ce n'est pas pour autant qu'il attaque les humains. Il est décrit comme étant leur gardien, leur protecteur, ou plutôt le protecteur de la planète. Bien sûr que des vies humaines sont perdues via ses déplacements, ses chutes, mais il veut coûte que coûte protéger la Terre, mais pas forcément ses habitants. Il est là afin d'éradiquer toute forme de vie qui pourrait porter atteinte à sa planète. Il ne voit pas les humains comme une menace, mais plus comme un fardeau avec lequel il doit vivre. Il voit sa planète mourir à petit feu sous les bombardements et les guerres incessantes. Il sait que les humains sont en grande partie responsables, mais il arrive à faire la part des choses. Et c'est là que cet axe du propos d'Edwards est intéressant. Godzilla a plus d'humanité en lui que les humains eux-mêmes. Il essaye de les comprendre là où l'armée mondiale ne ferait pas la distinction et déciderait de le tuer sans même comprendre le réel but du kaiju, sans le différencier, notamment dans le film, avec les mutos. Le fait est que je ne considère pas ce film comme étant un film de kaiju total avec des affrontements et des effets spéciaux constants. Dans ce film, la plupart des combats et des déplacements de monstres ne sont que suggérés, notamment la scène où on voit un muto se battre avec Godzilla et les portes se referment sur ce combat sans le voir. Il y a un côté frustrant pour nous, spectateurs, mais il y a une certaine volonté du réalisateur de concevoir ce film comme étant l'équilibre entre l'action et le message. Même au-delà du message, la manière de filmer est aussi intéressante, la fameuse scène du saut de l'avion, avec également l'affrontement suggéré que nous avons à travers les yeux de Ford dans son masque. Il y a une réelle dimension humaine et c'est l'un des seuls films du Monsterverse à nous offrir ce spectacle avec un tel point de vue. Et même visuellement, le rouge de la fumée qui vient se mêler au orange des flammes, c'est tout simplement génial. It was beauty killed the beast.
Comme dit précédemment, le Monsterverse a une longévité assez conséquente. Le premier film donc de Gareth Edwards est sorti en 2014 et donc logiquement l'année prochaine avec The New Empire, on fêtera les 10 ans de cet univers. Et on peut se poser la question de pourquoi est-ce que ça marche? Et si on analyse les chiffres, on voit qu'il y a une rentabilité assez conséquente. En effet, pour un budget cumulé des 4 premiers films, donc de Godzilla à Godzilla contre Kong, nous avons 670 millions qui ont été investis, là où près de 2 milliards ont été récupérés, puisque nous avions tous les chiffres sauf celui de Godzilla contre Kong, et selon le New York Times, il a coûté 155 millions de dollars. Donc on voit que financièrement cela suit. Une des raisons est simple, les films de kaiju sont de plus en plus plébiscités par l'amélioration continuelle des technologies. En effet, les effets spéciaux sont de plus en plus réalistes, et pour l'instant, du côté du Monsterverse, c'est quasiment un sans faute. On le voit même avec une série comme Monarch qui n'a pas forcément le budget d'un film, qu'ils arrivent à se débrouiller avec les moyens du bord, et ça rend vraiment très bien. Là où d'autres séries, et notamment Marvel, ont un budget colossal avec peu de rentabilité au niveau des effets spéciaux. De plus, c'est un univers qui aime et qui doit prendre son temps. Ils ne peuvent pas se permettre, comme le fait Disney, de faire plusieurs films par an. En général, on a 2-3 ans d'écart entre chaque film. Cet univers repose sur des bases solides bien établies depuis des décennies. L'aspect particulier du premier film de Gareth Edwards est de moins en moins représenté, faisant place à une volonté d'affrontement perpétuel qui trouve évidemment son public. Quand on veut aller voir un film de kaiju, on veut voir des combats de monstres. Comme dit précédemment, on a eu donc 4 films et 2 séries, tous assez espacés pour ne pas subir une sorte d'overdose. Il faut quand même rappeler que la consommation a bien changé, puisqu'auparavant on avait des films quasiment tous les ans. Là, Legendary a choisi de faire un univers plus long qui nécessite peut-être plus de travail, notamment sur les effets spéciaux, puisqu'en effet la technologie a avancé à un tel point que les monstres nous semblent de plus en plus réalistes. La licence Toho sur les kaiju a su évoluer avec son temps. Par exemple, si on regarde en 1971 le film Godzilla contre Hedorah, et qu'on le regarde donc aujourd'hui, avec les outils mis en place à l'époque, on trouverait ça mal fait et moins impactant, mais il faut connaître évidemment le contexte de l'époque afin de réellement bien se projeter. Donc oui, peut-être qu'aujourd'hui les films nous paraissent beaucoup moins bien faits, mais à l'époque c'était une petite révolution. Donc c'est là où on voit une certaine volonté de continuer vers les technologies, d'évoluer du côté du Monsterverse. Par ailleurs, il y a un rapport au passé qui est assez présent et intéressant par rapport au nouvel univers que nous avons aujourd'hui. En effet, le film de Gareth Edwards est sorti 60 ans après le premier film de Honda. Dans sa globalité, on peut résumer que le Monsterverse est un univers plutôt bien écrit, qui fonctionne très bien. Alors bien évidemment, il y a des films qui sont un petit peu disparates, puisqu'il y a des visions de réalisateurs ou de scénaristes qui diffèrent en fonction des films, mais dans une unité globale, on reste cohérent. Il y a beaucoup de lore autour de cet univers-là. Cependant, quelles sont les limites? Là où on a un univers Marvel qui a énormément de personnages, et qui peuvent justement se permettre de le faire avec des personnages peut-être un petit peu moins connus, comme en 2021 avec du Shang-Chi ou encore du Eternals, là, avec le Monsterverse, il est vrai qu'on est limité avec du Godzilla et du Kong. Je ne pense pas qu'un film sur Mothra puisse intéresser la plupart des gens, ou même un film sur Hedorah. Après, peut-être que je me trompe, mais c'est vrai que je pense d'un point de vue marketing, Legendary aurait tout intérêt à continuer les films sur Godzilla et Kong, mais attention à l'overdose, justement. Oui, on a eu qu'un seul film Kong et 2 films Godzilla et 2 films crossover, mais jusqu'où iront-ils? Durant cette vidéo, j'avais tout de même envie d'apporter une certaine limite à tout cela. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de parler de ce que moi j'aimais, notamment avec le film de Gareth Edwards et celui de Peter Jackson, de raconter un petit peu la genèse de tout ce projet-là et de savoir pourquoi est-ce que ça marche aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.